Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours à distance d'introduction à l'économie. Ce chapitre numéro 3 sera consacré au marché. Alors qu'est-ce qu'un marché? Le marché désigne de multiples réalités. Marché de fruits et légumes, marché des voitures, marché de l'électricité. Le point commun de tous ces lieux, réels ou virtuels, est de libérer les individus de la nécessité de produire eux-mêmes les biens et services en question. Cela permet de se consacrer à d'autres occupations. Dans ce chapitre, nous allons présenter le marché sous l'angle du paradigme dominant, du paradigme néoclassique. Dans cette version, le marché est censé garantir l'équilibre entre l'offre et la demande, et par là satisfaire nos besoins aux prix les plus bas. Laissez les forces du marché s'exprimer librement et tout ira pour le mieux. Voilà l'idée principale du courant dominant. Le marché y est présenté comme l'ordre économique naturel, perçu comme le seul mécanisme autorégulateur naturel de l'économie. Le marché que nous allons aborder dans ce chapitre est un modèle, c'est-à-dire une représentation simplifiée de la réalité. Ce modèle puise ses fondements chez les économistes classiques de la fin du XVIIIe siècle. C'est la célèbre main invisible d'Adam Smith dans son livre La richesse des nations, publié en 1776. La main invisible signifie que tout en poursuivant des objectifs conformes à leurs seuls intérêts privés, les individus peuvent engendrer de surcroît un bienfait collectif qui n'entrait pas dans leurs intentions de départ. Ce n'est pas la bienveillance du boucher ou du boulanger qui nous prodigue une alimentation de qualité, mais la quête de son intérêt individuel. Tout se passe comme si une main invisible conduisait les actions individuelles égoïstes à produire des avantages collectifs qu'elles ne visaient pas. Il est vrai que chez Smith, la main invisible semble davantage être la providence divine que le marché autorégulateur qui s'auto-équilibre. Mais l'interprétation que vont en faire les économistes néoclassiques est celle du marché, d'un marché qui guiderait les individus vers des choix conformes à l'intérêt général. Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, les néoclassiques vont donc construire le modèle du marché concurrentiel, c'est-à-dire un marché qui comprend beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs d'un même bien ou service. Aucun des agents économiques, par son action individuelle, n'est en mesure d'influencer le prix. On dit qu'ils sont preneurs de prix, ou en anglais price takers. Ce modèle ne s'applique donc pas au marché non concurrentiel, comme celui du soda par exemple, sur lequel Coca-Cola et Pepsi représentent une proportion importante des ventes totales. Ces deux entreprises sont donc capables d'influencer le prix. On dit qu'elles sont faiseurs de prix, ou en anglais price makers. Dans cet exemple du soda, il s'agit d'un oligopole, c'est-à-dire d'un marché sur lequel quelques entreprises s'affrontent. La même remarque peut être faite pour un monopole, marché sur lequel il n'y a qu'un seul offreur. Par exemple, pour la fourniture d'électricité en France, on est dans le cas d'un quasi-monopole, avec EDF qui représente la quasi-totalité du marché. Dans ce chapitre, nous allons donc nous intéresser à un marché concurrentiel, en partant d'un exemple, celui du gaz naturel. Sur ce marché, même les plus gros producteurs de gaz naturel au monde, comme l'états-unien ExxonMobil ou le russe Gazprom, ne représentent qu'une fraction minime des transactions. Ils sont donc incapables d'influencer le prix du gaz naturel. Intéressons-nous d'abord à la demande, c'est-à-dire la quantité de biens ou de services que les consommateurs ont l'intention d'acheter. Dans notre exemple, quelle quantité de gaz naturel les consommateurs sont-ils prêts à acheter une année donnée? La quantité demandée dépend du prix du gaz naturel. Plus le prix est élevé, moins les consommateurs veulent acheter d'un bien ou service. Inversement, plus le prix est faible, plus ils veulent en acheter. Voici le tableau représentant la demande de gaz naturel en fonction du prix du marché. L'unité de mesure communément utilisée pour mesurer
les quantités de gaz naturel et le British Thermal Unit, le BTU. On voit que si le prix est de 2,5 $, les consommateurs de par le monde voudront acheter 7100 milliards de BTU de gaz naturel. Si le prix diminue à 1 $, les consommateurs de par le monde voudront acheter 10 000 milliards de BTU de gaz naturel. Si le prix diminue encore plus à 0,50 $, les consommateurs de par le monde voudront acheter 14 500 milliards de BTU de gaz naturel. À partir de ce tableau, on peut représenter la courbe de demande. En abscisse, on a la quantité de gaz naturel. En ordonnée, on a le prix du gaz naturel. Cette courbe est donc une représentation graphique de la demande qui montre la relation entre les quantités demandées et le prix. On peut en déduire la loi de la demande. En effet, la courbe de demande est inclinée vers le bas, comme vous le voyez. Ceci reflète la loi de la demande. Une augmentation du prix entraîne une diminution de la quantité demandée. Inversement, une diminution du prix entraîne une augmentation de la quantité demandée. Il y a donc une relation inverse entre le prix et la quantité demandée. Penchons-nous sur les déplacements de la courbe de demande. Entre T1 et T2, pour tout prix donné, la quantité demandée de gaz naturel est plus forte en T2. Par exemple, pour un prix de 2,50 $ le BTU, en T1, la quantité demandée s'élève à 7100 milliards de BTU, alors qu'en T2, la quantité demandée est de 8500 milliards de BTU. Pour un prix de 1 $, en T1, la quantité demandée est de 10 000 milliards de BTU, alors qu'en T2, la quantité demandée s'élève à 12 milliards de BTU. Une explication possible peut être la croissance de l'économie mondiale entre T1 et T2, qui fait augmenter la quantité de gaz demandée pour tout niveau de prix. Une distinction doit être faite entre un déplacement de la courbe de demande et un déplacement le long de la courbe de demande. Un déplacement de la courbe de demande, c'est quand on passe, sur notre graphique, du point A au point C. Il s'agit d'un changement, ici d'une augmentation, de la quantité demandée pour tout prix donné. Il y a donc un déplacement vers une nouvelle courbe de demande. On passe de D1 à D2. Pour un prix constant à 1,75 $, on passe d'une quantité demandée de 7500 milliards de BTU à 9000 milliards de BTU. Au contraire, le déplacement le long de la courbe de demande, c'est quand on passe, sur notre graphique, du point A au point B. Il s'agit d'un changement de la quantité demandée due à une variation du prix. Ici, il s'agit d'une augmentation de la quantité demandée car le prix diminue. Le prix passe de 1,75 $ à 1 $ et donc la quantité demandée passe de 7500 à 10 000 milliards de BTU. Comment interpréter les déplacements de la courbe de demande ? Si on généralise, si on dépasse le seul cas du marché du gaz naturel, on peut avoir une augmentation ou au contraire une baisse de la demande. Une augmentation de la demande est un déplacement de la courbe de demande vers la droite. Pour n'importe quel prix, les consommateurs demandent une quantité plus grande du bien qu'avant. Sur notre schéma, on passe de D1 à D2. Au contraire, une diminution de la demande est un déplacement de la courbe de demande vers la gauche. Pour tout prix donné, les consommateurs demandent une quantité plus faible du bien qu'avant. Sur le schéma, cela est représenté par un déplacement de D1 en D3. Qu'est-ce qui fait déplacer la courbe de demande ? Il y a 5 facteurs explicatifs. Les modifications des prix d'autres biens, les modifications de revenus, les changements dans les goûts, les changements dans les anticipations et enfin les évolutions du nombre de consommateurs. Premièrement donc, les modifications de prix d'autres biens. Il peut s'agir de biens substituables, c'est-à-dire deux biens qui ont la même fonction.
Par exemple, les gâteaux au chocolat et les tartes aux fruits sont des biens substituables. Les trajets en train et les vols aériens également. Ou encore les concerts et les pièces de théâtre. Une augmentation du prix du bien substituable amène certains consommateurs à acheter le bien initial. La courbe de demande du bien initial se déplace alors vers la droite. Il peut s'agir également de biens complémentaires, c'est-à-dire de biens consommés habituellement ensemble. Par exemple, les ordinateurs et les logiciels sont des biens complémentaires. Les hamburgers et les frites également. Les voitures et le carburant aussi. Une modification du prix de l'un des biens affecte la demande du bien complémentaire. Quand le prix d'un bien augmente, la demande du bien complémentaire diminue. La courbe de demande du bien complémentaire se déplace alors vers la gauche. Par exemple, quand le prix du carburant augmente, la demande de voitures diminue. Deuxième facteur explicatif, les modifications de revenus. Une augmentation du revenu implique que les consommateurs achètent davantage de la plupart des biens et services pour tout prix donné. Par exemple, la croissance économique peut entraîner une augmentation du revenu. Les consommateurs chauffent alors mieux leur maison en hiver. Les entreprises consomment davantage de gaz naturel pour produire des biens et services. On a donc une augmentation de la demande de gaz naturel. Mais tous les biens ne sont pas concernés par cette dynamique, même si la plupart d'entre eux le sont. Les biens normaux sont concernés. Quand le revenu augmente, leur demande augmente. Du coup, la courbe de demande se déplace vers la droite. En revanche, les biens inférieurs ne sont pas concernés. Quand le revenu augmente, leur demande diminue. Ce sont des biens moins désirables que des biens alternatifs plus chers. Par exemple, un trajet en bus comparé à un trajet en taxi. S'ils peuvent se le permettre, les consommateurs arrêtent d'acheter un bien inférieur et consomment davantage du bien alternatif, certes plus cher, mais préféré au bien inférieur. Pour les biens inférieurs, une augmentation du revenu entraîne donc un déplacement de la courbe de demande vers la gauche. Prenons l'exemple de la distinction entre restaurants et chaînes de fast-food. Quand leurs revenus augmentent, les consommateurs tendent à aller manger davantage au restaurant, qui est un bien normal. Une partie de cette consommation se fait au détriment des fast-foods, qui est un bien inférieur. Troisième explication du déplacement de la courbe de demande, les changements dans les goûts. Les goûts ou préférences des individus peuvent changer. Par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, un homme respectable n'était pas bien habillé s'il ne portait pas de chapeau. Après-guerre, il y a eu un changement dans les goûts, entraînant une diminution de la demande de chapeaux. La courbe de demande de chapeaux s'est donc déplacée vers la gauche. Si on généralise cet exemple, on peut dire que quand les goûts changent en faveur d'un bien, la courbe de demande se déplace vers la droite. Au contraire, quand les goûts changent en défaveur de ce bien, la courbe de demande se déplace vers la gauche. Quatrième facteur explicatif, les changements dans les anticipations. La demande actuelle d'un bien est souvent affectée par des anticipations de son prix futur. Par exemple, le consommateur peut avoir tendance à attendre la période des soldes pour acheter le bien. Si le consommateur anticipe une chute des prix, cela entraîne une diminution de la demande aujourd'hui. La courbe de demande se déplace alors vers la gauche. En revanche, si le consommateur anticipe une augmentation des prix, cela entraîne une augmentation de la demande aujourd'hui. La courbe de demande se déplace alors vers la droite. Le consommateur peut aussi anticiper une évolution de ses revenus. Si je pense que mon revenu va augmenter demain, j'emprunte aujourd'hui et donc j'augmente ma demande de certains biens. Si je pense à contrario que mon revenu diminuera demain, j'épargne et je réduis donc ma demande de certains biens. Enfin, dernière cause de déplacement de la courbe de demande, les évolutions du nombre de consommateurs.
La croissance de la population entraîne une demande plus élevée de biens. Pour le gaz naturel, la demande augmente puisqu'il y aura davantage de maisons à chauffer en hiver. Supposons que sur le marché, il y ait une seule famille, consommatrice de gaz naturel. Que seule la famille González soit consommatrice de gaz naturel. La première courbe à gauche est la courbe de demande individuelle de la famille González, c'est-à-dire la relation entre la quantité demandée et le prix pour un consommateur individuel. Au prix de 5 $, sa demande est de 3 BTU par an. Une deuxième famille entre sur le marché, la famille Murray. C'est la courbe du milieu. Au prix de 5 $, sa demande est de 2 BTU par an. La courbe de demande de marché est la somme horizontale des courbes de demande individuelles de tous les consommateurs du marché. C'est la courbe de droite. Au prix de 5 $, la quantité demandée est de 5 BTU. La quantité demandée serait encore plus importante si l'on ajoutait un troisième ou un quatrième consommateur. Une augmentation du nombre de consommateurs entraîne donc une augmentation de la demande. Passons maintenant à l'offre que l'on peut définir comme la quantité de biens ou de services que les producteurs sont disposés à vendre. La quantité offerte dépend du prix. Plus le prix du gaz est élevé, plus les entreprises vont forer les gisements existants et exploiter les nouveaux gisements plus difficiles à exploiter. Voici le tableau de l'offre de gaz naturel. Il y a une relation entre la variation du prix et la quantité offerte. Si le prix est de 50 centimes de dollars, les producteurs de par le monde sont disposés à offrir 8000 milliards de BTU. Si le prix augmente à 1 $, les producteurs de par le monde sont disposés à offrir 10 000 milliards de BTU. Enfin, si le prix augmente à 2 $, les producteurs de par le monde sont disposés à offrir 11 600 milliards de BTU. À partir de ce tableau, on peut construire la courbe d'offre. En abscisse, on a la quantité de gaz naturel. En ordonnée, on a le prix du gaz naturel. C'est une représentation graphique de l'offre, mettant en relation les quantités offertes et le prix. La courbe d'offre est inclinée vers le haut, comme vous le voyez. Ceci reflète la loi de l'offre. Une augmentation du prix entraîne une augmentation de la quantité offerte. Inversement, une diminution du prix entraîne une diminution de la quantité offerte. Voyons maintenant le déplacement de la courbe d'offre. Pour le gaz naturel, il existe des innovations dans les technologies de forage de gisements, comme la fracturation hydraulique. Mais cette technologie de la fracturation hydraulique comporte des impacts environnementaux importants, entraînant une contamination des eaux souterraines. En France, cette technologie est interdite. Aux États-Unis, elle est utilisée. C'est ce qu'on appelle le gaz de schiste. La fracturation hydraulique a permis une augmentation de la production de gaz états-unienne. Sur le tableau que vous voyez, T1 correspond à la période avant l'adoption de la nouvelle technologie et T2 la période après. Un déplacement de la courbe d'offre est un changement de la quantité offerte pour tout prix donné. Pour tout prix donné, la quantité offerte de gaz naturel est plus forte en T2. Par exemple, pour un prix de 2 $ le BTU, en T1, la quantité offerte s'élève à 11 600 milliards de BTU, alors qu'en T2, la quantité offerte est de 13 900 milliards de BTU. Pour un prix de 1 $ en T1, la quantité offerte est de 10 000 milliards de BTU. En T2, la quantité offerte s'élève à 12 000 milliards de BTU. Distinguons, comme pour la demande, le déplacement de la courbe d'offre du déplacement le long de la courbe d'offre. Sur le graphique, le déplacement de la courbe d'offre se matérialise quand on passe du point A au point C. C'est un changement, ici une augmentation, de la quantité demandée pour tout prix donné. Il y a déplacement vers une nouvelle courbe d'offre. On passe de O1 à O2. Pour un prix constant à 1 $, on passe d'une quantité offerte de 10 000 milliards de BTU à 12 000 milliards de BTU. Le déplacement le long de la courbe d'offre est par exemple quand on passe du point A au point B. Il s'agit d'un changement de la quantité offerte due à une variation du prix.
Ici, la quantité offerte augmente car le prix augmente. Le prix passe de 1 dollar à 1,50 $ et la quantité passe de 10 000 à 11 200 milliards de BTU. Alors comment expliquer les déplacements de la courbe d'offre ? L'augmentation de l'offre implique un déplacement de la courbe d'offre vers la droite. Pour n'importe quel prix, les producteurs offriront une quantité plus grande du bien qu'avant. On a un déplacement de O1 en O2. La diminution de l'offre implique au contraire un déplacement de la courbe d'offre vers la gauche. Pour tout prix donné, les producteurs offrent une quantité plus faible du bien qu'avant. On a un déplacement de O1 en O3. 5 facteurs expliquent les déplacements de la courbe d'offre. Les changements de prix des facteurs de production, les changements de prix d'autres biens et services, les évolutions technologiques, les changements dans les anticipations et enfin les modifications du nombre de producteurs. Alors premier facteur explicatif, les changements de prix des facteurs de production. Si le prix d'un facteur de production augmente, la production devient plus coûteuse. La courbe d'offre se déplace alors vers la gauche. Au contraire, la diminution du prix d'un facteur de production entraîne une baisse du coût de production et donc un déplacement de la courbe vers la droite. Par exemple, si le prix du pétrole augmente, les compagnies aériennes réduisent le nombre de vols exploités et certaines peuvent faire faillite. Deuxième facteur explicatif du déplacement de la courbe d'offre, les changements de prix d'autres biens et services. L'entreprise produit souvent plusieurs biens et pas un seul. Par exemple, une raffinerie de pétrole produit de l'essence à partir du pétrole brut, mais aussi du fuel pour le chauffage à partir de la même matière première. Quand un producteur vend plusieurs produits, la quantité offerte de l'un des biens pour tout prix donné dépend des prix de ses autres produits. Par exemple, quand le prix du fuel pour le chauffage augmente, le raffineur de pétrole offre moins d'essence. La courbe d'offre d'essence se déplace alors vers la gauche. Au contraire, quand le prix du fuel pour le chauffage diminue, le raffineur offre davantage d'essence. La courbe d'offre d'essence se déplace alors vers la droite. L'essence et le fuel pour chauffage sont des substituts de production pour les raffineurs. Il y a aussi les compléments de production. Par exemple, les producteurs de gaz naturel savent que l'extraction de gaz s'accompagne souvent de l'extraction conjointe de pétrole. Plus le prix du pétrole est élevé, plus le producteur voudra exploiter de gisements de gaz naturel et donc plus il offrira de gaz naturel. Le pétrole est donc un complément de production du gaz naturel. Troisième facteur, les évolutions technologiques. Les progrès technologiques permettent aux producteurs d'utiliser moins de quantité de facteurs de production, moins d'équipements de forage, moins de travailleurs, moins d'achats de terrain. Et cela pour obtenir la même production. Les coûts de production se réduisent alors. L'offre augmente et donc la courbe d'offre se déplace vers la droite. Quatrièmement, les changements dans les anticipations. Quand les offreurs ont le choix du moment de mise en vente de leurs biens, les variations du prix anticipé du bien peuvent amener un offreur à offrir moins de biens aujourd'hui. Par exemple, l'essence et les produits pétroliers sont souvent stockés avant d'être vendus. Le stockage fait partie de la stratégie commerciale des producteurs. La demande d'essence connaît un pic en été. Donc les raffineurs de pétrole stockent une partie de l'essence produite pendant le printemps pour la vendre en été. La demande de fuel pour chauffage connaît un pic en hiver. Les raffineurs stockent une partie du fuel produite en automne pour la vendre en hiver. Le choix entre vendre le produit maintenant ou le stocker pour le vendre plus tard dépend de la comparaison entre prix courant et prix futur anticipé. Si l'entreprise anticipe que le prix sera plus élevé à l'avenir, cela entraîne une diminution de l'offre aujourd'hui et donc un déplacement de la courbe d'offre vers la gauche. Au contraire, si l'entreprise anticipe que le prix sera plus faible demain, cela entraîne une augmentation de l'offre aujourd'hui et donc un déplacement de la courbe d'offre vers la droite. Enfin, dernier facteur qui explique le déplacement de la courbe d'offre, les modifications du nombre de producteurs.
La courbe d'offre individuelle est la relation entre la quantité offerte et le prix pour un producteur individuel. La courbe d'offre de marché est la relation entre la quantité totale offerte par tous les producteurs individuels sur le marché et le prix du marché du bien. C'est la somme horizontale des courbes d'offres individuelles de tous les producteurs. Par exemple, étudions la courbe d'offres individuelle du producteur A, à gauche sur le schéma. Au prix de 1 $, le producteur A propose 200 000 BTU de gaz naturel. Au prix de 2 $, il propose 300 000 BTU de gaz naturel. Concernant la courbe d'offres individuelle du producteur B, au prix de 1 $, il propose 100 000 BTU de gaz naturel. Au prix de 2 $, il propose 200 000 BTU de gaz naturel. C'est la courbe du milieu. Ainsi, on a la courbe d'offre de marché, à droite sur le graphique. Au prix de 1 $, les producteurs proposent 300 000 BTU de gaz naturel. Au prix de 2 $, les producteurs proposent 500 000 BTU de gaz naturel. La quantité offerte sur le marché pour tout prix donné est plus importante quand on a 2 producteurs plutôt qu'un seul. Et encore plus importante si on rajoute un troisième producteur ou un quatrième producteur. L'augmentation du nombre de producteurs entraîne donc une augmentation de l'offre et ainsi un déplacement de la courbe d'offre vers la droite. Nous avons étudié l'offre et la demande de manière séparée. Il nous faut maintenant les rassembler pour obtenir l'équilibre du marché. Plus précisément, il nous faut mettre ensemble la courbe de demande et la courbe d'offre pour voir le prix auquel le bien sera acheté et vendu et la quantité échangée. Dans ce modèle néoclassique, les marchés tendent vers l'équilibre, c'est-à-dire la situation dans laquelle aucun individu ne pourrait améliorer sa situation en modifiant ses décisions. L'équilibre sur un marché concurrentiel est atteint quand le prix est à un niveau qui égalise la quantité demandée et la quantité offerte du bien. À ce prix, aucun offreur individuel ne peut améliorer sa situation en proposant de vendre davantage ou moins du bien. Et aucun acheteur individuel ne peut améliorer sa situation en proposant d'acheter davantage ou moins du bien. Le prix d'équilibre est celui auquel la quantité demandée est égale à la quantité offerte du bien. On a donc la quantité d'équilibre. Pour déterminer le prix et la quantité d'équilibre, il faut mettre sur un même graphique la courbe d'offre et la courbe de demande. Le point auquel les courbes se croisent est l'équilibre, avec un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre. Concernant le marché du gaz naturel, la courbe d'offre et la courbe de demande se croisent au point E. 1 $ est le prix d'équilibre et 10 000 milliards de BTU la quantité d'équilibre. C'est-à-dire qu'au prix de 1 $, les producteurs de gaz naturel sont disposés à vendre 10 000 milliards de BTU et que les consommateurs de gaz naturel veulent acheter 10 000 milliards de BTU. Donc au prix de 1 $, la quantité de gaz naturel offerte est égale à la quantité demandée. À n'importe quel autre prix, le marché ne s'équilibre pas, c'est-à-dire qu'à n'importe quel prix, tout acheteur ne serait pas capable de trouver un vendeur et vice-versa. Si le prix est au-dessus de 1 $, la quantité offerte excède la quantité demandée. Au contraire, si le prix est inférieur à 1 $, la quantité demandée excède la quantité offerte. Et enfin, abordons la dernière partie de notre chapitre. Le surplus du consommateur et le surplus du producteur. Les acheteurs et les vendeurs tirent parti d'un marché concurrentiel. Ils font des gains. Ces gains sont appelés surplus du consommateur et surplus du producteur. Pour bien comprendre cela, nous allons prendre l'exemple du marché des manuels d'occasion. Un livre d'occasion n'est pas équivalent à un livre neuf. Il est abîmé, surligné, pas à jour. À quel point cela vous dérange dépend de vos préférences, de vos goûts. Certains acheteurs préfèrent acheter un livre d'occasion même si la différence de prix avec le neuf est faible.
D'autres, au contraire, achètent un livre d'occasion si la différence de prix est plus forte. Ces préférences déterminent les gains que les consommateurs retirent de l'achat. La disposition à payer d'un acheteur potentiel est le prix maximum auquel il achèterait un bien. S'il coûte plus que cette disposition à payer, il n'achète pas le bien. S'il coûte moins ou que son prix est égal à la disposition à payer, le consommateur est disposé à l'acheter. Supposons qu'il y ait 5 acheteurs potentiels d'un livre d'occasion qui coûte 100 € neuf. Vous le voyez sur le tableau, à un extrême, nous avons Sophie, qui achète même si le prix est de 59 €. À l'autre extrême, Nathalie n'achètera le livre que si son prix n'est pas supérieur à 10 €. La courbe de demande de ce marché correspond à la réponse à la question « Combien de manuels sont effectivement vendus ?» Cela dépend du prix. Au prix de 59 €, seule Sophie en achète un. Au prix de 45 €, Sophie et Paul en achètent un. Au prix de 35 €, Sophie, Paul et Claudia en achètent, et ainsi de suite. La courbe de demande est donc ici discontinue, car nous avons ici un petit nombre de consommateurs. Nous avons des segments alternativement horizontaux et verticaux. Chaque segment horizontal correspond à la disposition à payer d'un acheteur potentiel. Supposons qu'une librairie mette à disposition des manuels d'occasion à 30 €. Chaque étudiant qui achète un manuel fait un gain net. Mais le montant du gain diffère selon les étudiants. Le surplus du consommateur individuel est ainsi le gain net que réalise un acheteur individuel de l'achat d'un bien. Il est égal à la différence entre la disposition à payer de l'acheteur et le prix payé. Tout acheteur d'un bien réalise un surplus individuel. Le surplus total du consommateur est la somme des surplus individuels. Le surplus peut être représenté graphiquement. Prenons l'exemple du surplus individuel de Sophie. Sa disposition à payer est de 59 €. 30 €, c'est le prix qu'elle paye effectivement. L'aire du rectangle en bleu foncé est le surplus de Sophie, qui est donc égal à 29 €. On peut reproduire le même raisonnement pour Paul et Claudia. Au final, le surplus total est la somme des aires des 3 rectangles, donc toute la zone en bleu. Si on généralise cet exemple, on peut dire que le surplus total du consommateur généré par les achats d'un bien à un prix donné est égal à la zone située sous la courbe de demande, mais au-dessus du prix. Pour des marchés étendus, la courbe de demande est continue. Par exemple, vous le voyez sur le graphique, au prix de 500 €, nous avons 1 million de biens achetés. Le surplus total du consommateur est la zone située sous la courbe de demande, mais au-dessus du prix. Passons maintenant au surplus du producteur. Intéressons-nous à un groupe d'étudiants vendeurs potentiels de manuels d'occasion. Leurs préférences sont différentes. Donc, les prix auxquels ils sont disposés à vendre les manuels sont différents. Le coût des vendeurs est ainsi le prix minimum auquel le vendeur potentiel est disposé à vendre le bien. Par exemple, André est disposé à vendre un manuel tant qu'il peut en retirer 5 €. Emmanuel est disposé à le vendre s'il peut en retirer au moins 45 €. On a ainsi une courbe d'offres. Chacun des 5 étudiants a un manuel à vendre. Chacun a un coût différent. Pour un prix de 5 €, un seul manuel est vendu, celui d'André. Pour un prix de 15 €, 2 manuels sont vendus, celui d'André et de Stéphanie. Pour un prix de 25 €, 3 manuels sont vendus, ceux d'André, Stéphanie et Pierre. Supposons que le prix soit de 30 €. André a clairement gagné dans la transaction. Il est disposé à vendre pour 5 €. Il vend effectivement son manuel à 30 €. Son gain est alors de 25 €.
Le surplus du producteur individuel est donc le gain net qu'un individu retire de la vente d'un bien. Il est égal à la différence entre le prix effectivement reçu et le coût pour le vendeur. Le surplus total du producteur est le gain net total des vendeurs sur le marché, c'est-à-dire la somme des surplus des producteurs individuels. On peut représenter graphiquement ce surplus du producteur. Pour André, le surplus individuel est l'aire d'un rectangle, du rectangle rouge comme vous le voyez sur le graphique. Son surplus est égal à 25 €. Le surplus total du producteur est la somme des aires des rectangles d'André, de Stéphanie et de Pierre sur notre exemple. Si on généralise justement cet exemple, on peut affirmer que le surplus total du producteur des ventes d'un bien à un prix donné est la zone située au-dessus de la courbe d'offre, mais en dessous du prix. Pour des marchés étendus, la courbe d'offre est continue, comme vous le voyez sur le graphique. Au prix de 5 €, 1 million de biens sont vendus. Le surplus total du producteur est donc la zone située au-dessus de la courbe d'offre, mais en dessous du prix. Selon les néoclassiques, des gains à l'échange sont donc générés grâce au marché concurrentiel. Prenons toujours l'exemple du marché des manuels d'occasion, mais considérons un marché plus large, avec beaucoup de vendeurs et d'acheteurs potentiels et pas seulement 5. L'équilibre est atteint pour un prix de 30 € et une quantité de 1000 manuels achetés et vendus. Le surplus total est le gain net total que font les consommateurs et les producteurs. C'est la somme des surplus du producteur et du consommateur. C'est-à-dire que sur le marché, à la fois les consommateurs et les producteurs font un gain, voient leur situation s'améliorer parce qu'il y a un marché pour ce bien. Il y a des gains à l'échange. Les agences économiques tirent avantage à participer au marché plutôt que d'essayer d'être autosuffisants. Concluons ce chapitre. Selon le modèle néoclassique, le marché est capable par lui-même d'atteindre 1. Une situation d'équilibre général, c'est-à-dire d'équilibre sur tous les marchés. 2. Une situation stable, les déséquilibres se résorbent spontanément. 3. Une situation optimale, c'est-à-dire qu'aucune situation n'est préférable. Mais de nombreuses critiques peuvent être adressées à ce modèle. L'approche néoclassique est certes dominante, mais est loin de faire l'unanimité. Une première critique qui lui est adressée est l'irréalisme de ses hypothèses. Le modèle repose sur 4 hypothèses. La rationalité parfaite des offreurs et demandeurs, l'existence d'un système complet de marché, l'inexistence de rendement croissant, c'est-à-dire une baisse du coût unitaire suite à une augmentation de la production, et enfin la préférence pour un panier contenant un mélange de biens. Mais la réalité ne correspond pas aux hypothèses néoclassiques. Dans la réalité, les agents ne sont pas parfaitement rationnels, ne sont pas parfaitement informés. Il n'existe pas non plus un système de marché complet. De plus, dans de nombreux secteurs, des rendements croissants sont à l'œuvre. Plus la production augmente, plus le coût unitaire diminue. Enfin, les préférences des individus ne sont pas homogènes. Deuxième critique formulée à l'égard du modèle néoclassique, c'est le problème de l'agrégation des comportements individuels. À partir des comportements individuels, les néoclassiques construisent des courbes agrégées d'offres et de demandes. Or, on sait que les individus ne sont pas semblables. Il y a hétérogénéité des individus. L'individu, en ce sens, ne peut pas être réduit à un maximisateur sous contrainte. Troisièmement, le caractère statique de l'approche néoclassique est vivement critiqué. Les marchés sont supposés atteindre l'équilibre instantanément, le temps n'existe pas. Ensuite, il y a le problème des externalités, c'est-à-dire des conséquences de la production ou de la consommation non pris en compte par le système des prix. Les marchés sont incapables de corriger spontanément ces externalités. Par exemple, les rejets polluants d'une industrie dans un fleuve influent négativement sur les activités de pêche en aval, et le marché est incapable de gérer ce problème.
L'industrie polluante n'est pas sanctionnée par le mécanisme de marché, ce qui empêche le respect des conditions de l'optimisation économique. Autre critique, il existe des biens collectifs, c'est-à-dire des biens qui peuvent être consommés simultanément par plusieurs personnes. C'est le principe de non-rivalité entre les consommateurs, et pour lesquels on ne peut exclure des individus en exigeant un paiement. C'est le principe de non-exclusion d'un consommateur. Par exemple, un phare de mer, la défense nationale, l'éducation nationale sont des biens collectifs. Pour ces biens, il y a un problème de tarification du marché. C'est l'État qui doit produire ces biens collectifs et assurer leur financement par l'impôt. Enfin, dans la réalité, le marché ne peut se passer d'institutions pour fonctionner correctement. Ces institutions publiques sont seules capables de définir les règles du jeu, les mécanismes de diffusion de l'information aussi, et empêcher les phénomènes de collusion et de concentration des entreprises, comme les ententes par exemple. Autrement dit, pour que le marché fonctionne, l'État est nécessaire.